La région du Tonkui s'apprête à recevoir le président de la République. Le chef de l'État effectue à partir du 1er mai une visite d'État dans cette région. En attendant l'arrivée du président de la République, les populations reçoivent les dons de la première dame de Côte d'Ivoire. Plus de 2 millions de personnes meurent chaque année des suites des maladies professionnelles. Ce chiffre doit être revu à la baisse. C'est le sens de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée aujourd'hui. Le thème, la prévention des maladies professionnelles. Les éléphantaux de Côte d'Ivoire sont devenus champions d'Afrique. Ils ont remporté hier à Marrakech au Maroc leur première Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Ils ont battu le Nigeria 5 tirs à 4. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre JT. La partie magazine de ce journal va s'intéresser au tribunal du commerce, à son rôle notamment. Et le président de ce tribunal, le tribunal du commerce d'Abidjan, M. Komoy François, sera notre invité dans quelques instants. Dans 4 jours, le président de la République sera dans la région du Tonkui dans le cadre d'une visite d'État. Et cette visite sera marquée par la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire. En prélude à cette visite, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait don aux populations de Biankouma et de Kabakouma. Le reportage de Mamadou Kwasi. La caravane de bienfaisance et de solidarité initiée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a marqué une halte à Kabakouma, village natal de feu le général Robert Gueye. Le centre de santé de ce village, situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, bénéficie d'un équipement total en matériel médical et en personnel. Des dons composés essentiellement de mobilier de bureau et de matériel biomédical, dont des tables d'accouchement et des lits d'hospitalisation. Un seul objectif recherché par la présidente de la Fondation Children of Africa, permettre aux populations de mieux se soigner. L'élan de solidarité s'est poursuivi dans la commune de Biankouma. Ici, ce sont des kits alimentaires et du matériel médical qui ont été remis aux cantines des écoles et à l'hôpital général de Biankouma. Les femmes des différentes associations et coopératives vont bénéficier également du matériel agricole, des décortiqueuses et des machines à coudre. À travers ces différents dons, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut réduire le taux de pauvreté et permettre aux femmes de se prendre en charge afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Elle a compris que pour que les enfants se portent bien, il faut que les mamans elles-mêmes se portent bien et qu'elles soient heureuses. C'est pourquoi la Fondation a, en plus des activités qui concernent les enfants, depuis quelques années, travaille maintenant aussi pour les femmes. Femmes de Biankouma, votre sœur pense à vous, elle s'intéresse à votre vie. Elle dit qu'il faut que vous ayez des activités qui vous permettent d'avoir un peu d'argent pour vous occuper de vos familles, pour aider vos maris. Mais pour cela, il vous faut de l'argent. Et votre sœur en est consciente. C'est pourquoi elle a créé un fonds qu'on appelle le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. L'argent est déjà à la disposition de nos partenaires. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Maboutou-Akeus, a saisi l'occasion pour exhorter les populations à faire de la prochaine visite du chef de l'État dans la région du Tonkui une réussite. Il faut rappeler que le groupe présidentiel va effectuer une visite d'État dans la région du Tonkui à partir du 1er mai prochain. Cette visite sera marquée par la tenue d'un conseil des ministres à Mans, ainsi que la remise des premiers chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire sont en formation pour renforcer leur capacité sur les droits des enfants et l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire. La formation a lieu à Grand-Bassam. Les explications de Victorine Yaoyobwe. Sur les 255 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, seulement 25 sont des femmes. Étant donc minoritaires au Parlement, ces femmes députées veulent user de leur position pour faire de l'égalité des sexes une réalité en Côte d'Ivoire. Nous avons un problème, nous femmes députées de Côte d'Ivoire, c'est le problème du quota et de la parité. Nous souhaiterions qu'après ce séminaire, nous puissions avoir d'abord le quota et par la suite la parité. L'arsenal juridique existe, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Alors j'attends des animatrices qu'elles nous donnent des stratégies pour amener les uns et les autres à jouer leur partition. Plusieurs parmi les femmes parlementaires ont compris qu'il ne faut plus se contenter de demander. Il s'agit désormais d'arracher cette égalité. Et il n'y a que le leadership pour faire la différence. Nous avons des femmes qui viennent d'autres pays, des experts. Le partage d'expériences permet d'économiser du temps dans l'action. Donc avec des expériences nouvelles,
nous pensons pouvoir mener des actions nouvelles. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te faire une place au soleil. Il faut se battre. Nous les femmes, on devrait se retrouver entre nous et puis proposer les projets de loi. Ça ne doit pas toujours venir des hommes. Aka Véronique est la seule femme députée et présidente de conseil régional à l'issue des dernières élections en Côte d'Ivoire. Elle est un exemple aujourd'hui du leadership féminin. Son secret, selon elle, c'est se mettre au service de la jeunesse, des femmes, les couches les plus vulnérables. C'est à cela que les expertes de l'Union interparlementaire chargée de la formation veulent amener toutes les femmes parlementaires. Si on y ajoute tout l'arsenal juridique en vigueur, c'est certain que les femmes retrouveront la place qui est la leur en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous maintenant à la 3e édition du Forum du leadership féminin dénommé Leader 2013, un forum qui a pour ambition d'encourager le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Il se veut un espace de rencontre et d'échange. Les explications de Patricia Omouitia. Ces femmes sont des héroïnes du quotidien. Elles ont montré leurs compétences dans plusieurs domaines, tels que le droit, l'enseignement universitaire, le journalisme, la musique, le management. Peu importe leurs activités, elles arrivent toujours à s'occuper de leur foyer et à apporter leur pierre à l'édifice. À côté de moi, il y a un homme qui faisait ce qu'on appelait frigolo, 2 à 5 francs. Je suis parti payer pour 100 francs pour mettre dans mon frigo. Le même jour, c'est fini, il a payé pour 200, ça faisait 400. Au bout d'un mois, je touchais déjà 20 000. Et quand je prends les 20 000 pour vendre le frigolo, je suis dans 40 000. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai arrêté mes études très tôt et j'ai commencé avec 5 000 francs. Je suis allée à Noé avec 20 000 francs. Après, j'allais à Accra avec 50 000 francs. Kumasi d'abord, et puis à Accra, et puis au Bénin. Et au Nigeria, j'allais avec 1 million. Et maintenant, je voyage avec 2 millions, 5 millions pour faire le commerce. Et je rends grâce à Dieu. C'est pourquoi Leaders 2013 organise pour la 3e fois consécutive le Forum du leadership féminin. Satisfaite des éditions précédentes, la structure entend honorer davantage la gente féminine pour ses engagements dans les combats de développement. C'est le moyen pour nous de venir nous exprimer, de venir partager nos expériences. Mais aussi, c'est un moyen pour nous, à la fin, de récompenser les femmes qui, pour nous, se seront avérées être les meilleures et les plus performantes dans leur secteur d'activité. La Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire est une organisation non gouvernementale créée en avril 2003. La coalition a pour objectif de donner à la femme sa véritable place dans la reconstruction et le développement économique de la Côte d'Ivoire. La journée mondiale de la sécurité et de la santé du travail est célébrée aujourd'hui. Elle vise à promouvoir un travail sûr, salubre et décent. Le thème cette année, c'est la prévention des maladies professionnelles. Des maladies continuent d'être la principale cause de décès liés au travail à travers le monde. Plus de 2 millions de décès au travail sont constatés chaque année. Le commentaire de David Mobio. Cette journée observée au plan mondial et consacrée à la promotion des conditions de vie des travailleurs est avant tout une occasion de sensibiliser l'opinion sur la façon de rendre le travail sûr, salubre et décent et surtout sur la nécessité d'accorder une importance particulière à la prévention des risques professionnels. Il est bon de savoir que les maladies professionnelles continue d'être la principale cause de décès liés au travail à travers le monde. Quelques statistiques. Sur 2 500 000 décès au travail constatés chaque année, plus de 300 000 sont dus à des accidents. Les autres décès, plus de 2 millions, sont causés par différents types de maladies liées au travail, ce qui correspond à une moyenne de plus de 5 000 décès professionnels par jour dans le monde, selon le BIT, le Bureau international du travail. Le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail indique que les maladies professionnelles sont à l'origine de souffrances et de pertes considérables dans le monde du travail.
Face à ce constat, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est engagé par des initiatives sectorielles dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Au niveau du secteur privé, par exemple, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et les différentes organisations syndicales de travailleurs ont mis en place une coordination nationale dont les missions principales s'articulent autour de la promotion de la sécurité et de l'hygiène en milieu professionnel. On retiendra pour terminer que plus de 2 millions d'hommes et de femmes sont chaque année victimes d'accidents et de maladies professionnelles, dont 365 000 sont mortels. C'est pourquoi le 28 avril est aussi la journée de commémoration des travailleurs morts et blessés dans l'exercice de la profession. Et on se rend dans la région du Sud Comoé pour parler de la lutte contre l'insalubrité à Assini-Mafia. Dans le cadre de cette lutte, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a offert du matériel de salubrité aux populations. Il s'est aussi prononcé sur la question de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassiam. On en parle avec Francis Boeffo. Faire d'Assini-Mafia un village modèle de propreté dans la région du Sud Comoé. C'est le rêve que caressent les populations et l'ONG Adam. Un tour dans le village et l'on peut se convaincre que ce rêve peut se transformer en réalité. Des efforts ont été consentis pour rendre certaines artères et caniveaux propres. C'est une question de volonté et la sensibilisation a porté sur la volonté. Donc à plusieurs reprises, nous avons demandé aux villageois de se réunir, de se rassembler. On a eu à parler, à discuter depuis un long moment. Parce qu'il y va de notre propre santé. Et ils ont compris à un moment donné quand même, c'est vrai quelques-uns sont réticents, mais d'autres ont compris qu'effectivement, quand l'environnement est aussi propre, c'est synonyme aussi de santé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable soutient le projet d'amélioration du cadre de vie des populations d'Assini-Mafia. Un don de matériel de salubrité a été offert aux villageois. Si on ne salit pas, on n'aura pas besoin de nettoyer. Nettoyer c'est bien, mais si on ne salit pas, c'est encore mieux. Répondant à la préoccupation des populations relative à l'érosion côtière, le ministre Alaquadio Rémy a dit qu'elle est due à la fermeture de l'embouchure située à environ 1 km des îles Eotilé. Il y a un plan à court, moyen et long terme, mais pour l'heure, l'urgence est l'embouchure de Grand Bassam qui doit forcément être réouverte. Et là également, les activités ont déjà commencé. Les études sont en train d'être faites. À partir de juin, on nous dira exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quelle option il faut prendre. Et nous allons donc lancer les études de faisabilité afin d'ouvrir cette embouchure. En attendant l'ouverture de cette embouchure, Alaquadio Rémy invite les habitants d'Assini-Mafia à entretenir les plages pour favoriser le développement du tourisme et à protéger les mangroves. Les mangroves constituent des sources de reproduction des poissons. Et on se rend au Ghana pour parler du recyclage des déchets domestiques. Accra produit plus de 1500 tonnes d'ordures par jour, un véritable problème pour les autorités. Avec son taux de croissance spectaculaire, le Ghana est l'une des économies les plus actives d'Afrique de l'Ouest. Mais rançon du succès, sa capitale, Accra, est surchargée de déchets. Elle génère plus de 1500 tonnes d'ordures par jour. Un fléau que la municipalité est incapable d'éradiquer toute seule. Alors, c'est le secteur privé qui prend en charge cette activité. De la collecte au recyclage, pêle-mêle des déchets domestiques, mais aussi du matériel médical ou encore des appareils électroniques. À Accra, la Carpe recycle près de la moitié des déchets urbains. À pleine capacité, la société emploie directement 500 personnes. Et si le tri des déchets n'est pas encore le fort des Ghanéens, l'activité, elle, est florissante. Les déchets organiques sont recyclés en un compost agricole qui s'exporte dans toute la région. Nous avons reçu des contacts de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Ils font pousser beaucoup de légumes là-bas et ils envisagent sérieusement de développer leur marché avec ce type d'engrais. De la croissance au développement durable, ce compost est également vendu aux agriculteurs, notamment dans le nord du pays. Ce qui permet ainsi de sortir le Ghana de sa dépendance aux fertilisants chimiques polluants.
Et on revient en Côte d'Ivoire pour dire que l'hôpital régional des OP est désormais autosuffisant en produits sanguins. Deux ONG américaines ont construit et équipé une banque de sang au sein de l'hôpital. Elles ont également équipé la pharmacie et le laboratoire d'analyse de l'hôpital. Coût de ces actions, 500 millions de francs CFA. On en parle avec Herman Niamia. Plus besoin à l'hôpital régional d'Azopé de se référer à la banque de sang d'Abidjan pour disposer de produits sanguins. L'hôpital recueille sur place désormais 99% de sa demande locale grâce à l'ouverture d'une banque de sang. Et cette autosuffisance est à mettre à l'actif des populations, elles qui depuis l'ouverture de la banque de sang viennent régulièrement faire don de ce liquide si cher à la vie. L'hôpital reçoit environ 500-600 accidentels laboratoires par an, ce qui fait une cinquantaine par mois. Et donc avec l'installation de la banque de sang, aujourd'hui on n'a plus besoin de référer les malades et les blessés à Abidjan. Parce qu'au laboratoire, à la maternité, il y a les cas d'hémorragie, on a besoin de sang. Les cas d'anémie, on a besoin de sang. Et avant l'installation de la banque de sang, on perdait environ 2 à 3 bébés par mois parce qu'il n'y avait pas de sang. La construction et l'équipement de cette banque de sang est l'œuvre du PEPFAR et de Ariel Glaser, deux ONG américaines qui interviennent dans la lutte contre le VIH-Sida. Dans ce même élan de générosité, elles ont également équipé la pharmacie et le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital. Coût de ces dons, 500 millions de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Philippe Carter III, s'est rendu à Azopé pour s'assurer de la bonne utilisation des dons. C'était une visite très importante. Pourquoi? Parce que le contribuable américain, par le programme de PEPFAR, nous avons investi beaucoup ici à cet hôpital. Tout ça, c'est un investissement profond de l'ambassade des États-Unis, représentatif le contribuable américain. Et c'est clair que nos efforts ici, ça a renforcé la capacité de cet hôpital d'être un hôpital de référence. L'occasion était aussi propice pour le directeur de l'hôpital de faire des doléances, notamment l'acquisition d'appareils biomédicaux pour le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital. Aux populations, Dr Sissé Moussa souhaite qu'elles continuent de donner de leur sang afin d'éviter une rupture. Dans les régions centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire, 8 coopératives en difficulté sont encadrées par l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire. Ces coopératives ont reçu du matériel agricole et bénéficient de formations sur la bonne gestion d'une association et les nouvelles techniques culturelles. Les explications de Francis Ouefo. Elles sont nombreuses, les coopératives des régions centre-nord et ouest, CNO. Celles exerçant dans le secteur agricole éprouvent d'énormes difficultés. On n'arrive pas à bien désherber les champs, alors que quand la semence lutte avec les herbes, en tout cas, ça ne donne pas bien. Pour faire partie de la production à la maison, on a des problèmes. Il faut chercher à louer des camions. Nos produits ne sont pas achetés à de bons prix. Bon, nous travaillons beaucoup et puis on gagne peu. On n'a pas la maîtrise aussi de la gestion de nos avoirs, de nos biens, quoi. L'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI, a identifié 8 coopératives agricoles en détresse. Elle a décidé de leur apporter un appui. Il se situe à 3 niveaux. Il s'agira du renforcement des capacités de ces coopératives agricoles. Ces coopératives seront équipées en matériel de production, en matériel de transport de leurs produits jusqu'à la ville. Et le deuxième axe, c'est l'appui technique. Nous avons un partenaire dans le projet qui est l'ANADER, qui va les former sur la comptabilité simplifiée et sur surtout l'esprit coopératif. Et le troisième axe de ce projet, c'est la régularisation de certaines coopératives. Coût du projet d'appui et de redynamisation des 8 coopératives des régions centre-nord et ouest de la Côte d'Ivoire, 48 millions de francs CFA, dont 33 millions versés par la coopération française et 15 millions par l'OFACI. Le 6e chef de Bangossou a été installé dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau chef a exhorté les forces vives du terroir à travailler ensemble pour le développement du canton. Les explications de Kwadjo Kwame. Les objets sacrés et les trésors cachés avaient précédé la population sur l'esplanade du foyer des jeunes de Bangossou. C'était à la cérémonie d'intronisation du 6e chef du village. Une mobilisation qui traduit la volonté de tout le Mbankassé de s'unir autour de l'intérêt commun. Par ce geste rempli de symboles, Nana Ngouran Kwasi Bertin devient
le chef de Gbangbossou succédant ainsi à Feu Nana Okadibi. Le nouveau chef est marié et père de 5 enfants. Le président du conseil général de Toumoudi a dit sa fierté de participer à cette cérémonie marquant leur retour aux sources. Le préfet de Didiévi a souligné que la présente cérémonie est utile en ce qu'elle permet de préserver les valeurs culturelles. L'autorité administrative a exhorté les populations à mettre fin au feu de brousse pour la culture de nouvelles spéculations dont l'EVA. Le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussoukou Diojano, a pour sa part appelé les cadres de la région à l'union pour l'essor économique et social de la région. On a besoin d'unité, on a besoin d'union, on a besoin de travailler ensemble, de conduire le projet, ensemble de suivre le projet. Peuplé de plus de 3000 âmes, Gbangbossou, village du Ngbankassé, est sans électricité, sans eau courante et la route pour y accéder est difficilement praticable, alors que la route précède le développement. Et dans l'actualité religieuse, la célébration des 100 ans de l'église ariste de Côte d'Ivoire. Cette célébration a été l'occasion pour les fidèles d'adresser des prières pour le repos de l'âme du fondateur de l'église, William Sowad Aris, décédé il y a 80 ans. Le reportage Emmanuel. 1913-2013, voici 100 ans que l'église du Christ Mission Aris est présente en Côte d'Ivoire. 100 ans au cours desquels cette église aura contribué à prêcher la parole de Dieu pour l'évangélisation des âmes. La célébration de ces 100 ans de présence en terre ivoirienne a été aussi l'occasion pour les fidèles de prier pour le rappel à Dieu du fondateur de cette église, William Wadé Aris, rappelé à Dieu il y a aujourd'hui 84 ans. Dieu, il fait grâce tous les 50 ans. Ça fait 2 fois 50, ça fait 100 ans. Nous sommes confiants, nous avons foi en Dieu, que les prières que nous lui avons adressées, Dieu va nous exaucer. Il y a beaucoup de chrétiens en ce moment, mais il faudrait que le chrétien revienne aux valeurs du Christ. L'église du Christ Mission Aris ou église Aris est une église indépendante africaine née de la mission évangélisatrice du prophète William Wadé Aris d'origine libérienne. Suite aux révélations personnelles de l'ange Gabriel, selon les dirigeants actuels, Aris commence sa mission dans son propre pays sans grand succès. Il quitte donc le Libéria et se rend en Côte d'Ivoire où l'église fut bien accueillie. Aujourd'hui, l'église Aris compte plus de 3 millions de fidèles. Elle est surtout implantée en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Ghana. Les fidèles Ekankar sont en formation à Abidjan, thème de la rencontre, changer de conscience, changer de vie. Les fidèles Ekankar veulent, à travers ce séminaire, renouveler leur engagement à respecter les engagements de cette église. Durant 3 jours, les participants à ce séminaire sous-régional ont planché sur les techniques de prière pour le pardon des péchés. À l'étranger, après 2 mois d'impasse, l'Italie a un nouveau gouvernement né d'une coalition gauche-droite. Ce gouvernement, composé de 21 ministres, dont 7 femmes, est dirigé par le Premier ministre Enrico Letta. Le nouveau gouvernement italien a prêté serment aujourd'hui. Une fusillade a blessé 2 policiers alors que la prestation de serment avait lieu. Et puis Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, a entamé jeudi une visite de 3 jours au Mali, au Niger et au Tchad pour préparer l'après-guerre. Entre Paris et Niamey, l'heure est à la convergence de vues sur la situation au Mali. C'est en tout cas ce qui ressort de l'audience accordée par le président nigérien Mahamadou Issoufou au ministre français de la Défense. La France et le Niger sont préoccupés par le refus du mouvement national de libération de l'Azawad de désarmer. En outre, les 2 pays sont d'accord sur l'organisation d'élections en juillet prochain au Mali. Il faut qu'il y ait des élections au Mali au mois de juillet. C'est une question de crédibilité. Un pays qui retrouve sa souveraineté ne peut pas continuer à avoir des instances dirigeantes qui ne soient pas légitimes. Seulement voilà, le calendrier électoral soutenu par Niamey et Paris semble avoir du mal à s'imposer à tous les acteurs de la crise malienne. De passage mercredi en France, le vice-président du MNLA a réaffirmé son opposition à la tenue d'élections à la date fixée par Bamako. Il est clair que les Azawadiens ne vont pas voter. Maintenant, si le Mali est prêt à consommer la division en faisant les élections au sud et en laissant le nord,
Ça, c'est une autre solution. Le mouvement national de libération de l'Azawad se considère toujours en guerre avec Bamako. Le MNLA maintient l'interdiction faite aux soldats de l'armée malienne de fouler le sol de Kidal. Le mouvement rebelle Touareg participe depuis plusieurs semaines à la sécurisation de cette ville du Nord Mali, aux côtés des forces françaises et tchadiennes. Et on en vient au troisième titre de cette édition. Les Éléphantaux de Côte d'Ivoire sont devenus champions d'Afrique. Ils ont remporté hier à Marrakech au Maroc leur première Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Le résumé du match avec Benson Pierraka. Quand il est petit, l'éléphant mange beaucoup et son appétit est sans fin. Après avoir tout dévoré sur leur passage dans cette CAN, les Éléphantaux tenaient à aller jusqu'au bout de leur aventure. Les petits aigles nigérians l'ont appris à leurs dépens, eux qui ont en plus eu l'outrecuidance d'énerver l'Éléphanto en inscrivant le premier but de la partie. L'éléphant a bonne mémoire, c'est connu, et les Éléphantos se sont souvenus que c'est bien le Nigeria qui a éliminé la Côte d'Ivoire dans la CAN des seniors. La réaction de nervosité est alors préjudiciable au Nigeria qui concède l'égalisation réussie par Bédia. 1-1, l'affaire se règle au tir au but et la ténacité ivoirienne vient à bout des Nigérians. Tireur de pénalty. C'est tiré et ça rentre au fond des filets. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des U17 ans. Historique. Cannes, c'est Cannes, dirait l'autre. Et les cadets ivoiriens offrent à la Côte d'Ivoire l'occasion tant espérée de se hisser au sommet du football africain. Savourons ce plaisir sans retenue et réservons-leur un accueil à la mesure de leur exploit. Dans le souci de sécuriser les investissements nationaux et étrangers nécessaires à la relance de l'économie, le gouvernement ivoirien a créé en 2012 les tribunaux du commerce. Le rôle de ces tribunaux, assurer une meilleure prise en charge des conflits commerciaux. Le tribunal du commerce d'Abidjan, le premier du genre, veut donc donner des garanties aux investisseurs. Seulement les Ivoiriens ne font plus confiance à leur justice. Ils la trouvent corrompue, partiale, pas crédible même. En quoi le tribunal du commerce d'Abidjan sera-t-il différent? Pourra-t-il jouer son rôle en toute liberté? Monsieur Komoy François, le président du tribunal du commerce d'Abidjan, est notre invité. Bonjour Monsieur Komoy. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Pourquoi un tribunal du commerce? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le tribunal de commerce a été créé pour sécuriser les investissements. Il n'y a pas de développement économique sans investissement et quand on parle d'investissement, on pense à la justice qui doit intervenir pour sécuriser les engagements et sécuriser les signatures. Alors, le tribunal de commerce d'Abidjan a été créé pour une meilleure prise en charge des litiges commerciaux et faire en sorte que le pacte de confiance entre les opérateurs économiques et la justice soit renoué. Et qu'est-ce qu'on a constaté avant la création de ce tribunal de commerce? Qu'est-ce qui a motivé, je dirais? Vous-même, vous l'avez dit, le secteur privé principalement reprochait à la justice sa lenteur, et reprochait aussi le fait que les décisions ne soient pas toujours appropriées, ne soient pas toujours conformes aux spécificités de la vie économique. Et donc ces opérateurs économiques ont demandé qu'un tribunal spécial soit créé, dans lequel ils siégeraient eux-mêmes afin d'assurer cette meilleure prise en charge de leurs litiges. Alors, Monsieur Komoy, on a voulu faire un petit exercice à notre niveau. On a tendu notre micro aux Ivoiriens pour savoir s'ils connaissent le tribunal du commerce. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne connaissent pas le tribunal, en tout cas dans la majorité. Les opérateurs économiques, en tout cas, ont une vague idée. On va suivre quelques réactions. Le tribunal du commerce n'existait pas. Enfin, c'était, en même temps, ça faisait partie du tribunal de première instance. Et compte tenu de l'ampleur des affaires, donc, on a jugé utile de consacrer spécialement un tribunal au commerce. Parce que quand c'est ensemble, bon, c'est un peu difficile. Ça crée un encombrement. Je sais qu'il y a un tribunal du commerce maintenant. Bon, je ne sais pas. Si je pense qu'il doit en avoir. Je suppose que c'est pour régler les litiges commerciaux entre les entreprises ou entre
l'État et les entreprises. Mais bon, vraiment, en Côte d'Ivoire, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, j'ai jamais entendu que ce tribunal a pris une décision ou pas, quoi. Ce tribunal a l'avantage de permettre le règlement des litiges nés des opérations commerciales, sauf que il souffre d'un petit problème de recours, parce qu'au moment de faire appel, malheureusement, on est obligé de repartir vers les tribunaux civils, ce qui n'est pas fait pour faciliter donc le règlement définitif. Il faudrait que la question soit approfondie et que nous trouvons ensemble un moyen de recours aisé. Je ne connais pas beaucoup, mais je pense que tout ce qui sera comme contentieux au niveau de la transaction, du commerce, quoi. Voilà, c'est eux qui sont habilités à départager les gens. Voilà un peu ce que je connais du tribunal du commerce et tout ça, quoi. Tribunal du commerce, est-ce qu'il existe réellement? Je pense que s'il y a un tribunal du commerce qui existe, il devrait pouvoir réguler les irrégularités qu'on constate depuis un moment sur le marché. Nous, les usagers, on peut avoir recours à eux si on pense qu'il y a des inégalités, il y a des manquements. Voilà, on vient donc de suivre ces réactions et on n'a pas l'impression que vous êtes opérationnel. Est-ce que le tribunal du commerce est opérationnel à ce jour? Oui, notre tribunal est opérationnel depuis le 1er octobre. Vous savez, quand on crée quelque chose de nouveau, il y a un défi à relever, c'est celui de la sensibilisation des destinataires de la chose. Là, on vient de constater qu'il y a certaines personnes qui connaissent ce tribunal et d'autres qui l'ignorent. Le tribunal est opérationnel depuis le 1er octobre 2012. Et donc, ça fait bientôt 7 mois que nous fonctionnons. Et nous avons commencé une politique de communication. Ma présence ici fait partie de cette politique. Il s'agit de faire en sorte que les opérateurs économiques comprennent qu'un tribunal a été créé pour eux et qu'ils peuvent s'adresser à lui pour tout ce qui concerne leur contentieux. Est-ce que vous avez déjà rendu des décisions? Ah oui, nous en avons rendu énormément. Nous avons rendu plus d'une centaine de jugements. On a rendu plus de 200 ordonnances. On a enregistré près de 4000 personnes au registre de commerce. Et donc ce tribunal, il est en plein mouvement. Et évidemment, au fur et à mesure du temps, il prendra son envol véritable. Qui peut se tourner vers le tribunal du commerce? Comment on le saisit? Le tribunal du commerce reçoit toutes les personnes qui font du commerce. Il reçoit aussi toutes les personnes, toutes les sociétés commerciales. Et le tribunal du commerce reçoit toutes les personnes qui, dans leurs activités commerciales, rencontrent quelques difficultés. Et toutes les personnes qui veulent s'inscrire au registre de commerce et de crédit immobilier. Comment est-ce qu'on nous saisit? On nous saisit un peu comme les autres tribunaux. Les tribunaux sont saisis de façon générale de 3 manières. Soit par ce que nous appelons l'assignation, c'est-à-dire un exploit qui est délivré par un huissier, par lequel une partie convoque l'autre devant le juge. Nous sommes saisis aussi par voie de requête, et là c'est à l'initiative d'une seule des parties. Et nous sommes aussi saisis par, ça c'est un mot qui n'est presque jamais utilisé en Côte d'Ivoire, mais c'est prévu, ce qu'on appelle la comparution volontaire. C'est-à-dire les deux personnes sont d'accord, viennent trouver le juge et disent « jugez-nous ». Bon, ça c'est assez rare, mais c'est prévu dans le code. Et donc voilà les manières selon lesquelles nous pouvons saisir. De pouvoir saisir ce tribunal et comment il fonctionne? Alors il fonctionne, j'allais dire, un peu comme les autres tribunaux. C'est-à-dire que la spécificité de ce tribunal, c'est que il y a avec nous des opérateurs économiques. Et nous avons une procédure particulière qui nous oblige à rendre les décisions assez rapidement. Et nous avons une structure administrative qui permet d'assurer l'efficacité de cet instrument-là. Quand vous dites qu'il y a avec vous des opérateurs économiques, ils font quoi exactement? Alors les opérateurs économiques qui sont avec nous sont des juges. Dans les tribunaux ordinaires, ne siègent que des magistrats professionnels venant de l'École nationale de la magistrature et nommés comme tels par décret du président de la République. Pour les tribunaux de commerce, on a voulu qu'il y ait, aux côtés des juges professionnels, des opérateurs économiques nommés par arrêté par du ministre de la Justice comme juges et qui, pendant la durée de leur mandat, sont des juges au même titre que les juges professionnels. Et pourquoi, justement? Alors, la raison est simple, c'est que le monde des affaires a ses principes, à ses spécificités, à son esprit, à sa façon de faire. Et un juge professionnel comme moi, nous ne faisons pas les affaires. C'est vrai que nous pouvons nous spécialiser en droit des affaires, mais nous ne dirigeons pas d'entreprise. Nous ne sommes pas dans la société commerciale, de sorte qu'il peut parfois manquer un peu le sens des affaires, les subtilités, les spécificités de ces affaires-là.
Et la présence des opérateurs économiques à nos côtés vise à corriger cet inconvénient. De sorte qu'on allie au sein du tribunal de commerce la culture juridique que nous possédons et la culture des affaires que les opérateurs économiques possèdent pour que les décisions soient à la fois conformes au droit, mais aussi opportunes du point de vue des affaires. Et comment ces opérateurs économiques qui travaillent avec vous sont choisis? Alors, ils sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie qui élabore une liste d'aptitudes qu'elle soumet au ministre de la Justice, et c'est le ministre de la Justice qui les nomme. Et la Chambre de commerce et d'industrie, avant de soumettre cette liste, réunit toutes les autres chambres consulaires et les organisations professionnelles des opérateurs économiques et on choisit les gens par secteur d'activité. Et je suppose qu'ils doivent être exemplaires. Est-ce qu'il y a une enquête de moralité? Est-ce que... Si, ils doivent remplir des conditions. D'abord, il faut qu'ils soient ivoiriens. Ensuite, il faut qu'ils aient au moins 30 ans et il faut qu'ils aient exercé pendant au moins 5 ans une activité commerciale ou avoir participé à la gestion d'une société commerciale ou d'une organisation professionnelle des opérateurs économiques. Et il faut qu'ils jouissent de leurs droits civils et civiques. Et il faut qu'ils n'aient pas été condamnés pour crime ou pour une peine d'emprisonnement ferme pour certaines infractions économiques comme faux usage de faux, escroquerie, abus de confiance, et qu'ils ne soient pas eux-mêmes dans un état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, etc. Enfin, il faut qu'ils soient exemplaires du point de vue des activités économiques. Et ils sont avec vous pour prendre des décisions sur des faits qui concernent d'autres opérateurs économiques. Oui, comment vous garantissez leur impartialité? Alors là, c'est un peu un des défis auxquels doivent faire face tous les tribunaux de commerce. Vous savez que nous, en Côte d'Ivoire, on a choisi le système qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire un juge professionnel et 2 juges consulaires. Mais dans certains pays comme la France, dans la plupart des régions, il n'y a que des commerçants. Alors se pose la question de l'impartialité et de l'indépendance de ces commerçants. Ce que nous faisons pour garantir cela, c'est que tous les juges consulaires sont sensibilisés. D'abord, ils prêtent serment. Et le serment qu'ils prêtent est semblable au nôtre, de sorte que ça leur permet de travailler en toute impartialité. On a un code d'éthique et de déontologie. On a des valeurs que nous respectons. On a suffisamment d'éléments. Et puis, tous les juges consulaires sont amenés à s'auto-récuser lorsqu'ils sont partis dans une affaire ou s'ils ne le font pas, on les récuse selon les règles prévues par le Code de procédure civile. Et nous, on a bien envie de comprendre la procédure au niveau du tribunal du commerce. Une décision est rendue. Qu'est-ce qui est fait en cas de non-respect de cette décision? Alors, vu que vous intervenez seulement sur en première instance, oui. Voilà. Alors, une fois que nous rendons une décision ici, au niveau du tribunal de commerce, il y a 2 solutions, comme dans les autres tribunaux d'ailleurs. Soit la partie acquiesce à la décision. Elle estime que la décision rendue est conforme au droit et est conforme aussi aux faits. Et donc, elle dit « je suis d'accord ». Alors, si elle dit « je ne le suis pas », alors elle exerce une voie de recours qu'on appelle la voie de l'appel et elle va se tourner vers la Cour d'appel d'Abidjan qui va apprécier aussi bien dans les faits que dans le droit si nous avons rendu la décision qu'il faut. Et le tribunal du commerce d'Abidjan est une juridiction autonome? Autonome de premier degré, oui. Autonome de premier degré. Est-ce que dans les faits, dans la pratique, cette autonomie est réelle? Est-ce que ce n'est pas utopique? Oui, non, il n'y a rien d'utopique là-dedans. Ce n'est pas un terme qui a été mis pour embellir le texte. En fait, cette autonomie fait référence au fait que le tribunal de commerce ne dépend pas du tribunal de première instance du plateau, ne dépend pas non plus du tribunal de première instance de Yopougon. C'est un tribunal à part entière, de sorte que dans le district d'Abidjan, on a 3 tribunaux, celui de Yopougon, celui du plateau et le tribunal de commerce d'Abidjan. Cette autonomie est marquée à ce niveau-là, du point de vue organique, mais aussi du point de vue fonctionnel. Et puis bien sûr, comme tous les autres juges, les juges du tribunal de commerce travaillent en toute indépendance, si c'est ce à quoi vous voulez faire allusion. Monsieur, comme on le sait, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne font pas confiance à leur justice. Oui. Pourquoi ferait-il confiance au tribunal du commerce? Alors, il devait faire confiance au tribunal de commerce parce que nous essayons d'apporter une réponse efficace aux défis créés par les litiges économiques. Et devons nous faire confiance parce que nous essayons de travailler de façon diligente, conformément au texte que le président de la République a pris. Nous essayons de travailler aussi de sorte que le tribunal de commerce soit efficace. Et puis, il y a une chose à laquelle nos compatriotes sont très sensibles, c'est qu'ils souhaitent que la justice soit rendue en toute impartialité et seulement conformément aux faits et aux droits. Pour le dire plus clairement, dans ce tribunal de commerce, il n'y a pas de corruption. Oui. Justement, je voulais parler de cette corruption. Est-ce que vous pensez que le tribunal du commerce peut échapper
à la corruption? Bon, vous savez, On dénonce au niveau de la justice. En tout cas, tout est mis en œuvre tant que les autorités de ce pays me feront confiance pour présider ce tribunal-là. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas un soupçon de corruption dans ce tribunal. Et quand vous dites que tout est mis en œuvre, qu'est-ce qui est mis en œuvre précisément? Alors, je vous ai parlé du code d'éthique et de déontologie. Nous avons mis en place des procédures qui permettent de faire en sorte que quand un dossier entre, on sait combien de temps il doit passer et avec qui il doit passer. Et en plus, nous avons mis en ligne un site du tribunal de commerce où tout ce que nous faisons est mis à la disposition du monde entier. De sorte qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans le tribunal de commerce et nous travaillons en toute clarté et dans toute la lumière. Alors, vous êtes un magistrat hors hiérarchie, vous totalisez plus de 24 ans d'expérience. D'après vous, quelles sont les causes des maux qui frappent la justice ivoirienne? Alors, les maux qui frappent la justice ivoirienne sont nombreux. Ils ont été dénoncés dans beaucoup de séminaires. Ils ont même fait l'objet d'un plan de restructuration et de réforme, un grand plan de restructuration et de réforme de la justice que conduit M. le garde des Sceaux. Il s'agit de faire en sorte que la justice redevienne celle qu'elle était avant, c'est-à-dire une justice en laquelle les compatriotes ont confiance. Et cela passe par quoi? Mais cela passe par plusieurs facteurs. Le premier, c'est assurer que les magistrats travaillent dans de bonnes conditions. Ensuite, que les magistrats disposent des ressources matérielles et humaines nécessaires pour accomplir leur mission. Cela passe aussi par la formation et par la documentation. Et cela passe aussi par le respect de la déontologie du magistrat. Vous savez, le métier de juge est un métier très honorable. Un métier très honorable, mais aussi qui comporte beaucoup de servitudes. Lorsque nous prêtons serment, nous disons que nous nous engageons à nous comporter en tout comme des dignes et loyaux magistrats. Et ça, ces deux mots contiennent aussi bien la dignité du juge que la servitude. Un juge, ce n'est pas quelqu'un comme n'importe qui et ne doit pas se comporter comme n'importe qui. Mais pour ça, il y a le travail personnel, mais il y a aussi l'environnement qui doit permettre aux juges de travailler en toute facilité. Et à votre niveau, je veux dire en tant que tribunal du commerce, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est le rôle que vous comptez jouer dans cette mise en œuvre de tout ça pour la justice ivoirienne? Alors, notre rôle se situe davantage au niveau du pan économique. Notre pays, après la crise qu'il a connue, redémarre. On est dans la phase de relance économique. Et le président de la République, le gouvernement le disent assez souvent, on va s'appuyer sur les investissements. Et il n'y a pas d'investissement sans confiance. Et la confiance passe aussi par un appareil judiciaire de qualité, un appareil judiciaire efficace et un appareil judiciaire transparent. À notre niveau, nous allons tout faire pour répondre à ces exigences, de sorte qu'au niveau de la relance économique, nous puissions jouer ce rôle qu'on attend de nous. Merci, M. Komoué, d'être venu sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations. On va se séparer avec ce communiqué. Il est porté à la connaissance des populations que les éléphants cadets, champions d'Afrique à l'issue de la CAN des moins de 17 ans de football qui vient de se dérouler au Maroc, regagneront Abidjan ce jour à minuit 30 minutes par vol régulier. Le public sportif, la presse et l'ensemble du peuple ivoirien sont invités à leur réserver un accueil chaleureux à la hauteur de l'exploit qui viennent de réaliser. C'est ici que prend fin ce JT. Merci de l'avoir suivi. Célébrez tous les jours la vie, ce bien précieux. À bientôt.